Alors, si on doit parler de nationalisme économique américain, il faut, je pense, revenir un peu aux origines, c'est-à-dire à la création même de la nation américaine. On sait bien que les États-Unis se sont créés sur un conflit d'ailleurs d'intérêts entre la puissance coloniale, le Royaume d'Angleterre, les logiques de taxation sur un certain nombre de produits et la manière dont les futurs Américains ont commencé à protester contre une sorte de traitement inégalitaire. C'est ce qui les a amenés à se révolter, à faire, entre guillemets, la guerre au Royaume d'Angleterre et à obtenir leur indépendance. Alors, il est clair que la jeune République américaine, elle ne va pas naître comme ça, dans le paradis de la libre concurrence, avec l'esprit d'entreprise, et si on reprend les écrits de Max Weber, avec vraiment une volonté très orientée sur la fabrication de produits, la recherche de l'enrichissement et la loi du marché dominant tout. Ça, c'est hélas un peu le roman à l'eau de rose qu'on voit trop souvent encore fleurir ici et là. Il y a une lecture beaucoup plus réaliste, plus lucide de cette évolution. La jeune République américaine va très vite se retrouver confrontée à des problèmes économiques très précis. Et ces problèmes économiques, on peut dire qu'ils vont apparaître. Il y a une série américaine qui passe en ce moment sur Canal+, qui parle de ça, c'est-à-dire l'affrontement entre des intérêts marchands de la jeune République économique américaine avec la Compagnie des Indes britannique qui domine le monde, qui domine le commerce maritime et qui déjà est en opposition sur des flux d'échanges, notamment de la jeune République américaine qui commence à lorgner vers le Pacifique, qui essaie de prendre ses parts de marché. Et là, on n'a pas uniquement des bateaux, des armateurs, des entrepôts, etc. On a l'émergence d'un certain nombre d'activités économiques. Alors, si on prend les États-Unis à leur origine, le nord au sud, hein, pour faire simple, et différents rythmes. Donc le sud, c'est le coton, c'est l'exportation du coton vers l'industrie textile, et c'est un pays qui va chercher à fabriquer du textile lui-même. Donc déjà en posture de combat par rapport au Royaume d'Angleterre, par rapport aux fabrications textiles, aux manufactures textiles britanniques, donc vol de connaissances, acquisition, là on est déjà dans des rivalités, et des postures qui peuvent être qualifiées de nationalistes, parce que quand on essaie de s'emparer de la connaissance du métier à tisser, quand on entre en conflit direct, avec des réalités très très dures en Grande-Bretagne. Hein. On coupait la main d'un ouvrier qui pouvait transmettre la connaissance, donc c'était quand même pas rien cette réalité. Donc on a un premier champ exploratoire, la manière dont le Sud va essayer de créer son économie. Puis il y a la manière dont le Nord va essayer lui-même de créer son économie, qui est un champ complètement différent, et qui va entrer à terme en conflit pour aboutir à la guerre de sécession. Hein. Deux visions du développement économique des États-Unis, des champs contradictoires, et pas du tout un nationalisme économique homogène, au contraire, un nationalisme économique divergent. Deuxième champ exploratoire, qui est l'aspect de construction des États-Unis sur le continent lui-même, et qui est un champ hyper violent. Hein. C'est la manière dont l'Est remonte vers l'Ouest, dont les anciens colons, nouveaux Américains natifs, vont s'imposer au peuple indien, avec des stratégies très habiles de remise en cause systématiquement des traités afin de conquérir des territoires, de rachat bien entendu de cet énorme territoire que possédait la France
parce que les Français n'arrivent pas à le peupler, ce territoire. Napoléon vend la Louisiane aux États-Unis, non pas parce qu'il fait une mauvaise affaire, non pas pour se financer ses guerres, mais tout simplement parce que la France n'arrive pas à occuper ce territoire. C'est quand même un point très très important. Donc la conquête de l'Ouest, c'est pas une histoire de western, hein, simplement c'est la disparition de territoires qui n'appartenaient pas aux États-Unis et qui appartenaient à des peuples indiens qui en étaient des libres propriétaires et qui vont céder ces territoires à la suite de conflits très très durs. Dans certains cas, on parlera même de génocide, et donc c'est le deuxième champ exploratoire du nationalisme américain, c'est-à-dire c'est la constitution d'un continent unifié par la violence armée, et ensuite par l'apparition de ces fameuses compagnies de chemin de fer, où là, ça ne sera pas la violence armée, ça sera une forme d'esclavage salarié avec déjà un appel très très fort à une main-d'œuvre, notamment asiatique, hein, c'est là où on verra les colis chinois notamment, y compris les japonais, et ça ne se fera pas non plus dans l'image d'Épinal qu'on a du libéralisme ou de ce que M. de Tocqueville nous a transmis, c'est-à-dire c'était marche ou crève, on construit des lignes avec énormément de pertes humaines, avec des systèmes d'appropriation aussi quand même que le cinéma hollywoodien effleure, mais on ne rentre pas dans le vif du sujet, c'est-à-dire que c'était la loi du plus fort. Donc ce nationalisme américain-là, qui vise à l'unité économique d'un territoire, se fait sans respect de la libre concurrence, sans respect des règles de démocratie, sans respect de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Si je reviens à la doctrine Monroe, elle s'applique à l'extérieur, elle ne s'applique pas à l'intérieur des États-Unis en l'occurrence. On l'a oublié. Donc c'est le deuxième champ exploratoire. Puis il y en a un troisième qui va apparaître à la fin du XIXe siècle, et je dirais c'est le plus succulent, celui-là quelque part dans sa réalisation, c'est-à-dire que les États-Unis vont quand même réussir un doublé, comme on dirait au sport, c'est-à-dire d'un côté à dénoncer l'impérialisme des empires coloniaux américains, tout en étant eux-mêmes un impérialisme qu'ils présentent avec un habillage différent, ils apportent la liberté au peuple. Alors je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit ce qui s'est passé aux Philippines notamment, où ils vont tuer quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes en étant dans une posture coloniale. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qui s'est passé quand ils se sont appropriés des territoires dans le Pacifique. Hein. Je ne suis pas sûr notamment que Hawaï était comme ça un territoire offert sur un plateau d'argent à cette nouvelle démocratie qui apportait la liberté. On appelle ça une colonie qui devient un territoire. Et puis c'est encore plus vrai quand certaines canonnières américaines arrivent au large des côtes japonaises. Alors ils n'arrivent pas pour apporter la liberté, ils arrivent surtout pour dire il va falloir négocier avec nous parce que sinon on vous colonise. Alors c'est quand même un phénomène assez intéressant, puisque là on a la menace d'une colonisation du Japon qui est quand même lucide et réaliste. Il fait très vite comprendre aux colonisateurs et aux Américains que ça risque de leur coûter très très cher sur le plan militaire. Déjà à ce moment-là, on est au 19e siècle, donc il y a un deal qui s'opère et finalement il n'y a pas colonisation, mais le Japon, lui, va très vite comprendre qu'il a intérêt lui-même à rentrer dans une ère de nationalisme économique très forte pour sauver son indépendance, pour se créer une stratégie qui s'appellera la sphère de prospérité asiatique, et tout ça débouchera bien entendu à terme sur la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y a dans les vieux films de propagande hollywoodiens, j'y reviens, une association très intéressante durant la Seconde Guerre mondiale entre le danger militaire japonais, mais aussi le danger économique japonais, et on a un couplage des deux qui est très intéressant. Donc ce doublé, j'y reviens, il est pour moi très performant parce que les États-Unis ont réussi à masquer leur identité de peuple dominateur en vendant la recherche de liberté.
Donc ça, c'est une pirouette quand même très originale. Et pourquoi les empires coloniaux européens n'ont pas su dénoncer cette pirouette? Parce que c'était les empires coloniaux européens. Et qu'un empire colonial a du mal à faire la morale à un plus petit que soi qui aspire à les dépasser en ne prétendant pas être comme eux, car c'est bien ça la lecture du XXe siècle, et notamment à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc ce nationalisme économique, en fait, il va énormément copier l'Europe, puisque en matière de protectionnisme, les Américains vont s'inspirer de ce que les Français ont fait par rapport aux Britanniques, et jusqu'à la fin des années 50, on est au XXe siècle, ils protégeront leur développement industriel intérieur, tout en étant assez habiles pour ne pas le fossiliser, si je dois prendre l'expression. C'est ce qui va amener notamment la loi anti-monopole contre Rockefeller, mais tout en prenant bien soin quand même d'éviter que ce capitalisme américain flamboyant qui sort très victorieux de la Première Guerre mondiale, ne l'oublions pas, qui a pu exister grâce aux banques européennes à la fin du XIXe siècle. Sans l'argent européen, il n'y aurait pas eu développement des États-Unis, ne l'oublions pas non plus. Mais toujours est-il que ce capitalisme, il va muter, très vite muter, c'est-à-dire que le pétrole va complètement métamorphoser ce qu'on peut qualifier de nationalisme économique américain. Pourquoi? Parce que les compagnies pétrolières vont prendre le dessus sur les compagnies de chemin de fer. La géopolitique des États-Unis va devenir déterminante pour rythmer le développement économique des États-Unis. Et on voit bien quelque chose qui n'est pas passé inaperçu, on a beaucoup d'ouvrages sur le sujet, mais qui est quand même passionnant, à savoir que durant la nouvelle économie politique, c'est-à-dire après le communisme de guerre en Russie soviétique, qui arrive? Des capitalistes américains. C'est paradoxal. Mais ils voient là, justement, une capacité d'affaires où on n'hésite pas à faire du business avec ce qui va devenir l'ennemi numéro 1 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On n'hésite pas non plus, en 1933, à faire un prêt très important au Troisième Reich naissant, parce qu'on a compris que c'était peut-être le pays qui allait freiner l'expansionnisme de la jeune République soviétique vers l'Ouest. Et c'est là où on voit arriver à la fois des diplomates américains qui sont gênés. L'ambassadeur des États-Unis à Berlin va être en porte-à-faux avec le département d'État qui soutient de manière plus ou moins officieuse le développement du Troisième Reich. On voit arriver des multinationales américaines qui vont faire du business avec le Troisième Reich, et pas n'importe lequel. L'aide industrielle dans le développement d'un certain type de complexe militaro-industriel nazi a été important, ne l'oublions jamais. Et ce nationalisme économique va bien entendu encore muté après la Seconde Guerre mondiale, puisque les États-Unis sont prédominants, c'est déjà la superpuissance, avant même qu'on l'appelle ainsi, et ce nationalisme va être d'autant plus difficile à cerner qu'il va profiter d'un bloc, le bloc de l'Ouest, qui sera face au bloc de l'Est, donc d'un intérêt supérieur, supranational, d'une entente entre pays démocratiques, fonctionnant sur le modèle libéral, alors qu'à l'intérieur de ce bloc, rien n'a disparu, qui est en opposition frontale avec les États-Unis à la fin des années 40, la Grande-Bretagne sur les enjeux pétroliers, qui prend la main sur les enjeux pétroliers, les États-Unis aux dépens de la Grande-Bretagne, même si après on arrive à un consensus. Et cette lecture, justement, qui est trop longtemps restée purement géopolitique, il serait temps de lui adjoindre une lecture géoéconomique, c'est-à-dire que la guerre froide a
geler toute forme d'analyse des contradictions. Il faut dire que Raymond Aron a très largement participé à ce gel, dans le sens où Raymond Aron était pro-atlantiste. Raymond Aron n'allait en aucun cas, dans ses recherches, affaiblir l'unité du monde occidental face à la menace orientale du bloc communiste, ce qui veut dire que dans ses écrits, on ne va pas voir apparaître les contradictions géoéconomiques à l'intérieur du monde occidental. C'est important ce que je suis en train de dire, parce que ça veut dire que les écrits de Raymond Aron, on ne peut pas les prendre à la lettre sur comment comprendre la stratégie, puisqu'il s'auto-censure sur un élément essentiel qui sont ces contradictions à l'intérieur du monde occidental, et notamment des contradictions géoéconomiques. Ça, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème qui va empêcher le monde académique dans la science politique française d'avoir une vision lucide et réaliste par rapport aux États-Unis. Car, justement, durant la guerre froide, les États-Unis vont être très influents auprès de la Fondation nationale des sciences politiques à Paris, auprès de l'Institut d'études politiques de Paris, pour que ce monde-là consolide l'unité de pensée du monde occidental. Ce qui veut dire que nous avons un problème de grille de lecture, et c'est la raison pour laquelle nous avons essayé, nous, petite entité École de guerre économique à Paris, de prendre le contre-pied et d'essayer de comprendre comment ce nationalisme économique américain a cheminé jusqu'à la période actuelle, et surtout comment il a réussi remarquablement bien jusqu'à M. Trump à se dissimuler. Et il s'est dissimulé comment? Il s'est dissimulé par des méthodes qui maintenant sont reprises, y compris par les Chinois d'ailleurs, c'est-à-dire que quand le président Clinton arrive à la tête des États-Unis, qu'est-ce qu'il dit cet homme avec ses conseillers? Il dit: nous, États-Unis, nous sommes devant un problème, il y a une concurrence déloyale dans les économies émergentes, c'est l'enjeu de l'époque, et cette concurrence déloyale, nous devons lutter contre. Et comment allons-nous faire? Eh bien, c'est là où on voit apparaître, ce qui peut être considéré comme un acte de faiblesse d'ailleurs, un discours sur la sécurité économique. Donc, parler de sécurité économique, c'est pas simplement bien fermer les portes, pas laisser traîner des papiers sur les bureaux. Non, c'est bien montrer qu'il y a des contradictions à l'intérieur de ce monde occidental dont on n'avait jamais parlé. Elles explosent au lendemain de la chute du mur. On les voit, elles sont là, sous nos yeux. Ces contradictions, c'est quoi? C'est que ce monde occidental, contrairement à ce que vont nous dire des professeurs de la section 6 gestion du Conseil national des universités, ou des économistes industriels, ou des spécialistes de la science politique, ces contradictions, elles brouillent la lecture de l'économie libérale, elles brouillent les fondamentaux qu'on avait sur le libéralisme, parce qu'elles nous démontrent qu'il y a plusieurs temps de respiration dans la réalité économique. Et un des temps de respiration qui m'intéresse, moi, c'est celui des puissances. C'est celui de l'accroissement de puissance par l'économie. Et en fait, le nationalisme économique américain, la meilleure manière d'essayer de décrypter, c'est d'essayer de comprendre comment, de la fin du 18e jusqu'à aujourd'hui, un pays a construit sa puissance d'abord et avant tout par l'économie. Et c'est là où je veux en arriver, c'est-à-dire qu'il est aujourd'hui absolument nécessaire, pour comprendre les rapports de force économiques, de bien comprendre que justement nous avons sous les yeux un modèle parfait de dissimulation de ces objectifs par des discours qui en fait, je pense à la liberté, au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à la démocratie, à l'avènement de la démocratie, ces discours qui sont des discours d'ouverture masquent en fait des logiques de domination.